Caleb Morrow ne s'arrêtait plus pour les gens. Il avait appris cette leçon à la dure. Il l'avait apprise devant une tombe qui n'aurait jamais dû exister, des papiers à la main, arrivés 3 jours trop tard. Il gardait la tête baissée, son cheval avançait, et sa conscience était enterrée quelque part, loin au Kansas. Mais soudain, il l'entendit, la voix d'un enfant, fine comme un fil de fer. Elle transperçait le vent du désert. « Monsieur, s'il vous plaît, ma maman ne veut pas se réveiller, et que Dieu lui pardonne. » Il s'arrêta. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, commençons. La petite fille était assise dans la poussière à côté d'une roue de chariot, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle serrait un ballot de tissu dans ses bras comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Le bas de sa robe était déchiré. Ses bottes étaient de 2 tailles trop grandes. Et elle regardait Caleb Morrow avec des yeux qui en avaient déjà trop vu pour son âge. Caleb arrêta son cheval à une dizaine de pieds. Il ne descendit pas. Pas encore. Il avait appris à analyser les situations avant de s'y engager, et quelque chose clochait dans celle-ci. Le chariot semblait être là depuis des heures. Le cheval qui le tirait avait disparu, soit effrayé, soit volé. La bâche à l'arrière était à moitié arrachée, claquant dans le vent chaud du Nevada. Et à l'intérieur du chariot, derrière la fillette, il pouvait voir une femme allongée sur le dos, complètement immobile. « Mademoiselle, dit Caleb prudemment, en gardant la voix basse de base. C'est votre maman là-dedans. » La fillette hocha la tête. Elle ne pleurait pas. C'est ce qui le frappa le plus, le fait qu'elle ne pleure pas. Elle avait dépassé le stade des larmes. Elle attendait, tout simplement. « Elle respire? »« Oui, monsieur. » Mais elle n'ouvre pas les yeux. Elle ne me répond pas. Le menton de la fillette trembla une fois, puis redevint immobile. Elle m'a dit de ne pas quitter le chariot. Elle m'a dit d'attendre un homme bon. Caleb regarda la piste vide dans les 2 directions. Personne d'autre n'arrivait. Juste lui et la fillette, et la femme qui ne se réveillait pas, et le soleil brutal de juillet qui les écrasait tous. Il descendit lentement de cheval, attacha sa monture à la roue du chariot. Puis il s'avança vers l'arrière du chariot et regarda à l'intérieur. La femme était allongée sur une fine couverture, un bras étendu sur sa poitrine, l'autre tombé à son côté. Elle avait peut-être la fin de la trentaine, à moins d'être brûlée par le soleil, avec des cheveux sombres collés à son visage par la sueur. Sa respiration était faible, mais régulière. Il y avait du sang séché sur sa tempe gauche, pas frais, datant peut-être de 6 ou 7 heures. Une chute peut-être, ou quelque chose de pire. Caleb s'accroupit et pressa légèrement 2 doigts sur le côté de son cou. Le pouls était assez fort. Il vérifia ses pupilles comme un vieux médecin de campagne le lui avait appris des années auparavant. Inégal. Cela signifiait un coup à la tête. Cela signifiait qu'elle avait besoin de plus que de l'eau et de l'ombre. Il se releva et regarda la fillette. « Comment tu t'appelles? »« Nora. Nora Calloway. »« D'accord, Nora. Je m'appelle Caleb. Ça fait combien de temps que ta maman est comme ça, depuis ce matin? » Nous étions sur la route avant le lever du soleil. La roue a heurté une pierre et maman est tombée du siège. La voix de Nora était plate et prudente, comme si elle récitait les faits pour garder son calme. J'ai essayé de la réveiller. Je lui ai donné de l'eau. J'ai protégé son visage du soleil avec mon chapeau. Mais elle n'ouvre pas les yeux. « Tu as bien fait, » dit Caleb. « Tu as très bien fait, Nora. » La fillette le regarda comme si elle décidait de le croire ou non. Puis elle tendit le ballot de tissu. « Maman m'a fait promettre. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais donner ça à l'homme le plus honnête qui s'arrêterait. Elle a dit que je le reconnaîtrais s'il me regardait dans les yeux en me parlant. » Caleb fixa le ballot. Il ne le prit pas. « Je ne vous ai encore donné aucune raison de me faire confiance, mademoiselle. »« Non. » Nora pencha légèrement la tête. « Mais vous avez dit que j'avais bien fait, et vous m'avez regardé en le disant. » Il prit le ballot. Il était plus lourd qu'il ne s'y attendait. Il écarta soigneusement le tissu et trouva une petite boîte en métal, du genre utilisé pour protéger les papiers importants du feu et de l'eau. Une vieille serrure en laiton, bien entretenue. Ses initiales n'y figuraient pas. Les initiales de personne n'y figuraient, juste une petite éraflure sur le coin en forme de croissant de lune. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » demanda-t-il. « Je ne sais pas.
Maman ne me l'a jamais dit. Elle a juste dit que c'était la raison pour laquelle des gens nous poursuivaient. Caleb se figea. Des gens vous poursuivent? Ce n'était pas une question. Nora hocha la tête. 2 hommes nous ont suivis en sortant de Redstone. Maman les a vus à environ 1 mile et a quitté la piste principale avec le chariot. C'est là qu'on a heurté la pierre. Il regarda la piste derrière eux. Vide. Mais ça ne voulait rien dire. Les pistes vides pouvaient se remplir vite dans cette contrée. Redstone est à quelle distance? Demanda-t-il. Peut-être 4 miles à l'est. Caleb glissa la boîte dans sa veste et regarda la fillette. Tu sais monter à cheval? Oui, monsieur. Alors on va mettre ta maman sur mon cheval et partir. On ne peut pas rester à découvert. Il la regarda. Tu me fais assez confiance pour ça? Nora le considéra pendant un long et sérieux moment. C'est maman qui ne fait pas confiance aux gens, pas moi. Elle se leva et épousseta sa robe. Je vous ferai confiance jusqu'à ce que vous me donniez une raison de ne plus le faire. Quelque chose dans la poitrine de Caleb provoqua une douleur lente et inconnue. Il hocha la tête une fois et se mit au travail. Mettre Ruth Calloway sur le cheval sans la réveiller fut plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, non pas en poids, mais de la manière dont les personnes inconscientes deviennent un pur poids mort. Aucune coopération de leurs membres, aucun instinct pour s'accrocher. Il y parvint en l'appuyant contre son épaule et en la soulevant par la taille, se déplaçant lentement, lui parlant tout le temps, même si elle ne pouvait pas l'entendre. « On y est presque, madame. Je vous tiens. » Tout va bien. Nora marchait à ses côtés sans qu'on le lui demande, prête à prendre la main de sa mère, à stabiliser son pied ou à faire tout ce qui était nécessaire. Elle ne fit pas un seul bruit superflu. Cette fille était vraiment à part. Ils avaient parcouru un demi-mile sur un sentier secondaire, se dirigeant vers un bosquet de peupliers qui promettait de l'ombre et un abri quand Ruth Calloway ouvrit enfin les yeux. Elle revint à elle brusquement et violemment. Non pas une lente dérive vers la conscience, mais un retour soudain et brutal. Elle agrippa le bras de Caleb à 2 mains, ses doigts s'enfonçant comme du fer, et sa voix sortit basse, rauque et absolument certaine. « Éloignez-vous de moi. »« Madame, j'ai dit, éloignez-vous. » Elle essayait déjà de se dégager du cheval, déjà en train de calculer, déjà en train de se battre, même si elle pouvait à peine tenir sa tête droite. « Nora? Nora, où es-tu? »« Je suis là, maman. » Nora apparut immédiatement aux côtés de sa mère, lui prenant la main. « C'est Caleb. Il s'est arrêté pour nous. Il a réussi le test. » Ruth Calloway tourna ses yeux vers Caleb comme on pointerait d'un fusil. Des yeux verts, vifs comme du verre brisé, qui analysèrent chaque détail de sa personne d'un seul regard dur. Le manteau, le pistolet à sa hanche, la marque usée en forme d'insigne sur sa poitrine, là où quelque chose était autrefois épinglé. « Vous êtes un homme de loi, dit-elle. Ce n'était pas une observation, mais une accusation. »« Je l'étais, dit Caleb. Qu'est-ce qui a changé? » Il croisa son regard et le soutint. « J'ai découvert que la loi n'est pas toujours la même chose que la justice. » Ruth le fixa. Quelque chose bougea derrière ses yeux verts. Un calcul, un souvenir, quelque chose de vieux et de douloureux pesait contre quelque chose d'immédiat et de nécessaire. Elle ne le remercia pas. Elle ne s'adoucit pas. Mais elle cessa d'essayer de descendre du cheval. « Où nous emmenez-vous? » demanda-t-elle. « À l'ombre, à l'eau. Ensuite, nous verrons ce qu'il faut faire. Je dois retourner à mon ranch. Combien d'hommes Hank Slade a-t-il sous ses ordres? » Le nom la frappa comme une gifle. Sa mâchoire se crispa. « Comment connaissez-vous ce nom? »« Je suis au Nevada depuis 3 jours. En 3 jours, j'ai entendu son nom 6 fois. Aucune de ces histoires ne s'est bien terminée pour l'autre personne. » Caleb continua de marcher, gardant sa voix égale. « Votre ranch est le premier endroit où ils vous chercheront. Vous le savez. » Ruth ne dit rien, mais elle ne discuta pas. Ils atteignirent le bosquet de peupliers, et Caleb l'aida à descendre avec précaution, bien qu'elle s'agrippât elle-même au tronc d'arbre dès que ses pieds touchèrent le sol, refusant de s'appuyer sur lui plus que nécessaire. Elle s'assit contre l'écorce et pressa une main sur sa tempe, grimaçant. Nora s'assit immédiatement à côté d'elle, se blottissant sous le bras de sa mère. Ruth la serra contre elle sans baisser les yeux, un geste aussi automatique que la respiration. Caleb s'accroupit à quelques pieds de distance et lui laissa 1 minute. Puis il sortit la boîte en métal de son manteau et la posa dans la poussière entre eux.
Les yeux de Ruth Calloway se fixèrent immédiatement dessus. Le peu de couleur qui restait sur son visage disparut. « Tu la lui as donnée, dit-elle doucement, en regardant Nora. « Tu as dit de la donner à un homme honnête, maman. » J'ai dit... Ruth s'arrêta. Elle pinça les lèvres, puis elle regarda Caleb avec une expression qui était à la fois d'épuisement et de fierté féroce et têtue. « Vous ne savez pas ce que vous transportez. »« Non, admit-il, mais je suppose que vous êtes sur le point de me le dire. » Ruth ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, le calcul était fait et la décision avait été prise. Et quel que soit le prix, elle l'avait déjà payé. « Mon mari a bâti notre ranch à partir de rien, dit-elle. Il y a 12 ans, il a arpenté la terre lui-même, déposé les actes de propriété en bonne et due forme, payé toutes les taxes. Nous avons 300 acres dans la vallée de Redstone. De l'eau de bonne qualité, une bonne terre. » Elle fit une pause. « Il y a 2 ans, un homme nommé Warren Cole a commencé à acheter des terres dans la vallée. Il offrait des prix qui semblaient généreux jusqu'à ce que vous réalisiez que la terre valait 3 fois ce qu'il proposait. La plupart des gens ont pris l'argent et sont partis. Mon mari a dit non. Caleb attendit. 6 mois après avoir dit non, mon mari est mort dans ce que l'adjoint a appelé un accident de cheval. » La voix de Ruth ne se brisa pas, elle devint plus basse. Thomas Calloway montait à cheval depuis l'âge de 4 ans. Il n'est pas tombé. Non, dit Caleb, je ne pense pas. Après la mort de Thomas, Cole a envoyé des hommes au ranch. Il a dit que le transfert de propriété avait eu lieu lors des dernières affaires de Thomas. Il a dit que Thomas avait cédé la terre juste avant de mourir. La main de Ruth se resserra sur l'épaule de Nora. Mon mari n'a jamais rien signé. Je connais sa signature. Je connais son écriture. Je sais ce qu'il aurait fait et ce qu'il n'aurait pas fait. Et Thomas Calloway aurait mis le feu à ce ranch avant de le céder à Warren Cole. Alors quelqu'un a fait un faux, dit Caleb. Quelqu'un a fait un faux, mais je ne pouvais pas le prouver parce que les actes de propriété originaux, ceux que Thomas avait déposés lui-même avant que Cole n'arrive dans la vallée, avaient disparu du bureau du comté. Ruth regarda la boîte en métal. Le mois dernier, un vieil homme nommé Garrett est venu à ma porte après minuit. Il a dit qu'il avait travaillé au bureau du comté pendant 30 ans. Il a dit qu'il avait gardé des copies des dépôts originaux, pas seulement les miens, ceux d'une douzaine de familles. Il a dit qu'il avait eu trop peur de se manifester avant, mais qu'il était mourant, et qu'il ne pouvait pas se présenter devant Dieu en portant un tel silence. « Il vous les a donnés, » dit Caleb. « Il me les a donnés. » Et 3 jours plus tard, il était mort. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque. Et Hank Slade a commencé à surveiller ma propriété. Ruth le regarda droit dans les yeux. « Alors maintenant, vous savez ce que vous transportez. » Caleb regarda la boîte pendant un long moment. Ceci prouve que les actes ont été falsifiés. Pas seulement le mien. Chaque famille que Cole a chassée, chaque acre qu'il a volé, chaque signature frauduleuse, chaque fonctionnaire corrompu, chaque mensonge qui a bâti l'empire de Warren Cole dans la vallée de Redstone. Elle fit une pause. Si ces papiers parviennent à un juge fédéral, Cole perd tout. Et s'ils ne parviennent pas à un juge fédéral, dit Caleb lentement, vous et Nora êtes les seules personnes restantes à savoir qu'ils existent. Ruth soutint son regard sans ciller. Oui. Caleb se leva. Il ramassa la boîte en métal et la tourna dans ses mains, regardant cette petite éraflure en forme de croissant de lune dans le coin. Madame, dit-il, je dois vous poser une question directe, et j'ai besoin que vous me répondiez directement. Allez-y. Pourquoi n'avez-vous pas porté cela devant la loi vous-même? Ruth Calloway le regarda comme si la question était presque drôle. Puis elle dit très doucement, « Parce que Hank Slade est la loi dans la vallée de Redstone. » Et Caleb Morrow, qui avait passé les 3 dernières années à se convaincre que les problèmes des autres n'étaient pas ses affaires, sentit quelque chose qu'il pensait avoir enterré au Kansas revenir à la vie. Il s'assit en face d'eux, le dos contre un arbre. La boîte en métal sur son genou, le soleil du Nevada filtrant à travers les feuilles de peuplier au-dessus d'eux. « Racontez-moi tout, dit-il. Depuis le début, n'omettez rien. » Ruth le fixa. Pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert les yeux, quelque chose changea dans son expression. Pas de la douceur, pas encore, mais la méfiance particulière d'une femme qui a été déçue tant de fois que l'espoir lui-même est devenu quelque chose en quoi elle n'a plus entièrement confiance. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Qu'est-ce que ça peut vous faire? » Caleb pensa au Kansas, à une tombe qui n'aurait jamais dû exister. «
à des papiers arrivés 3 jours trop tard et à une famille qui ne pouvait pas être reconstituée. Disons simplement, dit-il doucement, que j'ai une dette envers quelqu'un que je ne peux pas rembourser. Et vous et votre fille êtes ce qui se rapproche le plus d'une chance que j'ai. Ruth l'étudia pendant un long moment silencieux. Nora le regardait aussi, sa tête légèrement penchée, cette même évaluation calme et ancienne dans ses yeux de 8 ans. Puis Ruth hocha la tête une fois, d'un geste sec, définitif, et elle commença à parler. Elle parla longtemps. Elle parla de Thomas, de la façon dont il avait construit la clôture du ranch, poteau par poteau, comment il avait appris à Nora à monter à cheval avant qu'elle ne sache lire. Comment il avait trop fait confiance aux gens, et comment elle lui avait toujours dit que cela lui coûterait un jour. Elle parla du matin où il l'avait trouvée, de la façon dont Nora était restée silencieuse pendant 3 semaines après, de la fureur spécifique d'être une femme seule dans un monde qui confondait sans cesse le chagrin avec la faiblesse. Elle parla de Warren Cole, à la langue bien pendue, allant à l'église, toujours souriant, toujours généreux au bon moment devant les bonnes personnes. Elle parla de Hank Slade qui faisait le sale boulot de Cole, avec l'efficacité particulière d'un homme qui s'était convaincu que la loyauté envers le pouvoir était de la même chose que la loyauté envers les principes. Elle parla des 12 familles qui avaient pris l'argent de Cole et étaient parties, et des 3 qui avaient résisté, et comment 2 de ces 3 avaient vu leur grange prendre feu dans la nuit au cours du même mois. Et elle parla de Gorette, vieux, effrayé, toussant, se tenant à sa porte arrière dans le noir, pressant ce ballot de tissu dans ses mains, avec des doigts tremblants, et murmurant « Madame Calloway, je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Que Dieu me pardonne le temps que ça m'a pris. » Caleb écouta tout cela sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, le soleil s'était déplacé d'une bonne heure dans le ciel. Nora s'était endormie contre le bras de sa mère, enfin assez en sécurité pour abandonner la vigilance qu'elle avait maintenue pendant des heures. Ruth baissa les yeux sur le visage endormi de sa fille, puis elle leva les yeux vers Caleb. Et pendant une seconde, la férocité disparut, et il vit ce qu'il y avait en dessous. Une femme épuisée jusqu'à l'os et le cœur malade, et qui portait quelque chose de trop lourd pour une seule personne, même une personne aussi forte qu'elle l'était de toute évidence. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, dit-elle doucement, presque comme un avertissement. « Non, madame, acquiesça Caleb. Je le vois très bien. J'ai besoin que ces papiers parviennent à un juge fédéral à Carson City. C'est tout. Je sais ce que je fais. Et je connais cette vallée. Et je connais ces gens. » Elle fit une pause. « J'ai juste besoin de quelqu'un pour chevaucher avec moi que les hommes de Cole n'ont pas déjà acheté. » Caleb tourna la boîte en métal une fois de plus dans ses mains. Cette éraflure en forme de croissant de lune. Il se demanda si elle l'avait faite elle-même, ou si le vieux Garrett avait une petite marque privée pour dire « Celle-ci compte. » « Carson City est à 3 jours de chevauchée intense, dit-il. 2 jours et demi si on ne dort pas beaucoup. Votre fille peut supporter ça. Ma fille, dit Ruth avec une férocité tranquille, et supporter tout le reste. Caleb se leva et rangea la boîte dans son manteau. Redstone était à 4 miles de là, et Hank Slade était sans doute déjà en train d'organiser des hommes à cheval. Puis il regarda à nouveau Ruth Calloway, qui le regardait avec ses yeux verts qui ne cédaient pas d'un pouce, qui ne demandait rien, qu'ils n'étaient pas prêts à mériter, qui attendait clairement que le monde la déçoive une fois de plus. « Très bien, Madame Calloway, dit-il. Je chevaucherai avec vous. » Elle hocha la tête, lentement, prudemment, comme si elle classait la promesse quelque part. « Pour vérification ultérieure. Ne me faites pas le regretter, dit-elle. « Non, madame, dit Caleb. Je ferai de mon mieux. » Et quelque part à l'est d'eux, sur la route de Redstone, le son de chevaux commença à flotter dans l'air chaud du Nevada. Caleb les entendit avant de les voir. 2 chevaux, peut-être 3, se déplaçant rapidement sur la piste principale. Il traversa les bosquets de peupliers en 4 longues foulées et regarda à travers la lisière des arbres. 2 cavaliers au loin quittaient la route principale et se dirigeaient vers le sentier secondaire. Ils n'erraient pas. Ils suivaient une piste. Il revint rapidement. « Nous devons partir, tout de suite. » Ruth était déjà sur ses pieds, Nora réveillée à ses côtés, toutes 2 lisant son visage avant qu'il ne dise un autre mot. C'était ça, avec les femmes qui avaient traversé des temps difficiles. Elles n'avaient pas besoin qu'on leur explique tout.
Elle les voyait de la forme d'une situation et agissait. Combien? Demanda Ruth, la voix basse et rapide. Deux que je peux voir. Il pourrait y en avoir plus derrière. Ruth regarda le cheval, puis Nora. Puis fit le calcul en environ 2 secondes. Nora, montez avec vous. Je marcherai. Certainement pas, dit Caleb. Je connais cette idée, pas vous. Si nous nous séparons et contournons par le nord, il y a un lit de ruisseau asséché à environ un quart de mille qui passe derrière la propriété Hensley. Les hommes de Slade n'y entreront pas. Les rochers sont trop instables pour des chevaux rapides. Vous avez pris un coup à la tête il y a 6 heures, et je suis debout et je pense clairement, ce qui est plus que ce que je peux dire de ce qui arrivera si ces hommes nous attrapent ici à discuter. Elle le regarda avec ses yeux verts et impassibles. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous amener ma fille à Carson City? Caleb la regarda pendant une seconde intense, puis il se tourna vers Nora. Allez, en selle. Il souleva la fillette sur la selle et monta derrière elle en un seul mouvement. Ruth se déplaçait déjà vers le nord à travers les arbres, basse et rapide, ses pas prudents et silencieux sur le sol sec. Il la suivit à cheval, restant à l'ombre de la lisière des arbres, surveillant la piste derrière eux. Les cavaliers passèrent le carrefour principal et ralentirent. Il entendit l'un d'eux appeler l'autre, quelque chose de court, d'impatient, puis ils s'arrêtèrent complètement. Regardant le chariot, probablement. Regardant les traces, Caleb retint son souffle et continua d'avancer. Ruth atteignit la première le bord du bosquet et se laissa tomber dans le lit du ruisseau sans hésiter, glissant sur la berge avec ses bottes, se rattrapant en bas d'une main sur un rocher. Elle leva les yeux et fit un geste rapide. « Venez !» Et Caleb guida le cheval le long du talus en biais, laissant l'animal choisir son chemin, lui faisant confiance comme on ne fait confiance qu'à un cheval qu'on a monté pendant des années. Ils se déplacèrent dans le lit du ruisseau pendant ce qui sembla être 20 minutes, mais qui en était probablement 10. Personne ne parla. Nora était assise parfaitement immobile devant Caleb, ses petites mains posées sur le pommeau de la selle, ses yeux se déplaçant de la même manière que ceux de sa mère, observant tout, cataloguant tout, le rangeant. Quand Ruth s'arrêta enfin et leva une main, ils étaient de l'autre côté de la propriété Hensley, la ville de Redstone visible à proximité, son château d'eau se découpant sur le ciel. « Nous ne pouvons pas contourner la ville, » dit Ruth, respirant plus fort qu'elle ne voulait le montrer. « Nous avons besoin de provisions, d'eau, de nourriture, de munitions si vous en avez besoin. Mon amie Eleanor tient la pension de famille sur Mill Street. Elle nous aidera. En êtes-vous sûr? » Ruth essuya la sueur de son front avec le dos de son poignet. Eleanor Voss est dans cette vallée depuis plus longtemps que quiconque. Elle a vu tout ce que Cole a fait, et elle a détesté chaque instant. Elle n'avait juste personne à ses côtés. Elle regarda Caleb directement. Peut-être que ça va changer. Caleb n'aimait pas ça. Entrer en ville alors que les hommes de Slade les chassaient déjà était le genre de décision qui semblait mauvaise sous tous les angles. Mais Ruth avait raison pour les provisions. Il ne pouvait pas atteindre Carson City avec ce qu'il avait dans sa sacoche, pas avec un enfant et une femme blessés. « On y va discrètement, » dit-il, « par les rues secondaires. Gardez la tête baissée et laissez-moi observer. » La mâchoire de Ruth bougea comme si elle voulait dire quelque chose à ce sujet, mais elle laissa tomber. Ils entrèrent dans Redstone par le nord, se déplaçant lentement, rien en eux n'étant conçu pour attirer l'attention. La ville était animée en milieu de journée, des chevaux aux poteaux d'attache, des femmes se déplaçant entre le magasin de produits secs et la modiste, quelques hommes devant le saloon ne faisant rien de particulier avec une grande application. Normal, ordinaire. Sauf que Caleb avait été dans assez de villes comme celle-ci pour savoir que l'ordinaire n'était parfois qu'un couvercle mal ajusté sur quelque chose de laid. Il observa le bureau de l'adjoint en passant devant, une rue plus loin. La porte était fermée. Il observa les visages des hommes devant le saloon. L'un d'eux leva les yeux. Son regard se posa sur Ruth et y resta un instant de trop avant de se détourner. Caleb nota cela et continua de chevaucher. La pension d'Eleanor Voss était un bâtiment blanc à 2 étages sur Mill Street, avec une petite enseigne peinte au-dessus de la porte et un porche qui faisait le tour de l'avant et du côté. Caleb attacha le cheval à l'arrière, à l'abri de la rue, et ils entrèrent par la porte de la cuisine. Eleanor elle-même l'ouvrit avant que Ruth ne puisse frapper. C'était une femme imposante, peut-être 65 ans, avec des cheveux blancs sévèrement relevés
et des yeux sombres qui bougeaient vite et voyaient tout. Elle regarda la tempe de Ruth, le sang séché et l'enflure, et son expression passa par le chagrin et la fureur en une demi-seconde avant de se figer en quelque chose de pratique. « Entrez, dit-elle, vous deux, vous trois. » Elle regarda Caleb avec la même évaluation rapide que Ruth lui avait faite. « Vous n'êtes pas d'ici. »« Non, madame, bien. » Elle ferma la porte derrière eux et mit le loquet. « Ça veut dire que Slade ne possède encore aucune partie de vous. » Elle fit asseoir Ruth à la table de la cuisine et commença à nettoyer la blessure sur sa tempe avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà fait ce genre de choses plus d'une fois, et pas toujours dans des circonstances pacifiques. Ruth se tint immobile, le dos droit, les mains à plat sur la table et les yeux se tournant vers Nora toutes les 30 secondes pour vérifier. Nora avait trouvé une chaise dans un coin et s'y était installée, observant Eleanor travailler avec ce même calme d'âme ancienne qu'elle apportait à tout. « Ils sont venus à ma porte ce matin, » dit Eleanor sans lever les yeux de ce qu'elle faisait. « Deux des gars de Slade m'ont demandé si je vous avais vu ces derniers jours, disant qu'ils s'inquiétaient pour votre bien-être. » Elle émit un son qui n'était pas tout à fait un rire, votre bien-être. Comme si Hank Slade avait passé un seul jour de sa misérable vie à se soucier du bien-être de quelqu'un d'autre que Warren Cole. « Que leur avez-vous dit? » demanda Ruth. « Je leur ai dit que je ne vous avais pas vu et que j'espérais que vous étiez en sécurité, et qu'ils étaient les bienvenus pour une tasse de café s'ils voulaient rester et discuter, mais ils avaient l'air occupés. » Eleanor se recula et examina son travail d'un œil critique. « Ils ne sont pas restés. » Eleanor. Ruth la regarda fixement. « C'est le moment. J'ai les papiers. » Les mains d'Eleanor s'immobilisèrent. Elle regarda Ruth avec une expression qui était à moitié soulagement et à moitié terreur. Le regard de quelqu'un qui avait attendu un moment et qui n'était soudain plus sûr d'y être prêt. « Les papiers de Garrett, » dit-elle doucement. « Tous, les actes de propriété originaux, les faux transferts, les registres notariés, tout ce dont un juge fédéral a besoin pour démanteler Cole de fond en comble. » Ruth jeta un coup d'œil à Caleb. « Nous allons à Carson City, mais Slade nous cherche déjà et nous devons partir avant la nuit. » Eleanor se leva lentement. Elle regarda le mur en face d'elle un instant, ne le voyant pas, voyant autre chose. 12 familles, peut-être. 20 ans à regarder de bonnes personnes se faire chasser de la vallée qu'elles avaient bâtie. Un homme nommé Garrett qui était mort en portant une culpabilité qu'il n'aurait jamais dû porter. Puis elle se retourna et se mit en mouvement. Elle prépara les affaires rapidement et sans gaspillage. Du bœuf séché, des biscuits durs, 2 gourdes pleines, un sac de couchage pour Nora. Elle alla au garde-manger et revint avec un petit sac en toile qui cliqueta doucement quand elle le posa sur la table. « Des munitions, dit-elle à Caleb. Je ne sais pas ce que vous portez, mais j'ai gardé les cartouches du fusil de Thomas Calloway après qu'il soit venu prendre son arme à la propriété. Ça me semblait mal de tout leur laisser. » Caleb regarda le sac, puis Eleanor. « Vous attendiez que quelqu'un porte ce combat-là où il pourrait vraiment aboutir. » Eleanor croisa son regard. « J'attendais quelqu'un à qui il valait la peine de le donner, » dit-elle simplement. Ruth se leva de la table. Elle semblait plus stable qu'elle n'aurait dû l'être, vu l'état de sa tête et de tout le reste. Elle tendit la main et prit celle d'Eleanor dans les siennes. « Viens avec nous, » dit Ruth. Eleanor secoua la tête, mais serra fort les mains de Ruth. « Je suis plus utile ici. Quelqu'un doit surveiller, se taire et maintenir l'attention de Slade dans la mauvaise direction. » Elle fit une pause. « Assurez-vous simplement que ces papiers arrivent à destination. Assurez-vous que ces familles obtiennent ce pourquoi Thomas est mort en essayant de le leur donner. » Ruth hocha la tête une fois. Sa gorge se serra. Elle ne dit rien de plus car il n'y avait rien d'autre à dire. Le genre d'amitié qui avait survécu à ce qu'elles avaient traversé n'avait pas besoin de discours. Eleanor le comprenait. Ruth le comprenait. Elles se tinrent la main une seconde de plus, puis Ruth lâcha prise et ramassa le sac en toile. Caleb était resté en retrait, surveillant la porte, leur laissant ce moment. Maintenant, il se retourna et son regard parcourut le sac. Les munitions, les 2 femmes debout dans la cuisine d'une pension dans une ville compromise, et il sentit le poids de tout cela s'installer sur lui, pas exactement comme un fardeau, mais comme quelque chose qui attendait d'être porté par les bonnes mains. « Nous sortirons par le même chemin que nous sommes entrés, dit-il. Par le nord. Une fois que nous aurons quitté la ville,
Nous chevaucherons à fond jusqu'au passage de Sutter Creek. Vous le connaissez? Demanda-t-il à Ruth. Je le connais. Bonne couverture sur la rive est. Nous nous arrêterons là, reposerons le cheval, réévaluerons. Il regarda Nora. Ça va, mademoiselle Nora? La fillette le regarda avec un sérieux total. Je vais mieux maintenant que les yeux de maman sont ouverts, dit-elle. Caleb faillit sourire. C'est juste. Ils étaient presque à la porte arrière quand Eleanor dit doucement « Caleb ». Il se tourna. Elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait catégoriser, quelque chose de maternel et de féroce, et quelque chose qui avait été gardé en réserve pendant longtemps. Thomas Calloway était un homme bon, dit-elle. Il méritait mieux que ce qu'ils lui ont fait. Elle fit une pause. Sa famille aussi. Caleb soutint son regard. Oui, madame, dit-il. Il le mérite, il le pensait. Il pouvait l'entendre dans sa propre voix, cette solidité particulière qui vient quand quelque chose cesse d'être circonstanciel et devient personnel. Il n'était pas sûr exactement quand cette ligne avait été franchie. Peut-être quand Nora lui avait dit qu'elle lui ferait confiance jusqu'à ce qu'il lui donne une raison de ne plus le faire. Peut-être quand Ruth avait décrit Thomas construisant la clôture du ranch, poteau par poteau. Peut-être quand Eleanor avait dit qu'elle attendait quelqu'un à qui il valait la peine de le donner. Peu importait quand. C'était arrivé. Et Caleb Morrow, qui avait passé 3 ans à garder la tête baissée et sa conscience enterrée, sentit quelque chose en lui se redresser comme un homme qui avait finalement décidé d'arrêter de s'excuser d'être en vie. Ils sortirent par l'arrière de la pension et se dirigèrent vers le nord, le long de la ruelle entre les bâtiments, le cheval silencieux derrière eux. La main de Nora glissait dans celle de sa mère. Aux 2/3 du chemin vers l'extrémité nord de la ville, Ruth s'arrêta. Caleb le sentit avant de l'entendre. Ce changement particulier dans l'air qui se produit lorsqu'une situation change. Puis, il entendit les pas sur le trottoir en bois au-dessus d'eux et une voix qu'il ne reconnut pas, mais dont il comprit immédiatement la nature. Douce et sans hâte, avec la confiance particulière d'un homme à qui on n'avait jamais dit non d'une manière qui tienne. Madame Calloway. Ruth se figea. Sa main se resserra sur celle de Nora. Caleb s'avança légèrement vers la gauche, se plaçant entre la voie et elle deux dans un mouvement qui n'était pas agressif, mais qui était absolument clair sur sa signification. Sa main reposait à son côté près de sa hanche, pas sur le pistolet, mais assez près. L'adjoint Hank Slade descendit du trottoir dans la ruelle. C'était un homme grand, aux larges épaules, avec un visage agréable qui avait probablement convaincu beaucoup de gens au fil des ans qu'il était quelqu'un de digne de confiance. Il portait son insigne comme une réussite personnelle. Ses yeux passèrent de Ruth à Nora, puis à Caleb, et quand ils se posèrent sur Caleb, ils prirent cette expression plate et calculatrice que certains types d'hommes ont lorsqu'ils essaient de décider si quelqu'un est un problème ou un inconvénient gérable. « Je ne crois pas vous connaître, » dit Slade agréablement. « Non, acquiesça Caleb. Vous ne me connaissez pas. De passage à Redstone, quelque chose comme ça. » Slade hocha lentement la tête comme si tout cela était très raisonnable et amical. « Madame Calloway, je vous cherchais. J'ai entendu dire que vous aviez eu un accident sur la route du Nord. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Il sourit à Nora, et la petite Nora. Nora le regarda comme elle regardait tout, droit dans les yeux, sans ciller, sans jouer la comédie. Elle ne lui sourit pas en retour. « Nous allons bien, dit Rudd. Sa voix était égale et froide comme une pierre tirée d'une rivière. Nous étions sur le point de partir. Bien sûr, bien sûr. Les yeux de Slade se portèrent sur le manteau de Caleb, sur la légère épaisseur, le contour de quelque chose de rectangulaire et de solide dans la poche intérieure. Longue route devant vous. Assez longue, dit Caleb. L'expression agréable de Slade ne changea pas, mais quelque chose derrière ses yeux devint très immobile et très vif. Il regarda Caleb comme un homme regarde un autre homme quand il décide de l'ampleur du problème et si cela vaut la peine de le régler proprement. Monsieur Cole a toujours eu la plus haute estime pour Madame Calloway, dit Slade. Il considérerait comme une faveur personnelle qu'elle retarde son voyage d'un jour ou deux. Donnez-lui une chance de lui parler directement. Je n'ai rien à dire à Warren Cole, dit Ruth sèchement. Eh bien, maintenant, Slade pencha la tête. Il pourrait avoir des choses à vous dire. Adjoint, la voix de Caleb était calme et totalement dépourvue de chaleur. La dame a dit qu'elle partait. Slade le regarda pendant un long moment. Le silence entre eux avait une texture,
lourde et spécifique, le genre de silence qui existe entre deux hommes qui comprennent tous deux exactement quel genre de moment c'est et qui décident chacun de ce qu'ils vont en faire. Puis Slade sourit, lentement, patiemment, le sourire d'un homme qui croyait avoir tout le temps du monde parce que le monde s'était toujours arrangé pour sa convenance. Eh bien, dit-il agréablement, bon voyage à vous tous. Il recula vers le trottoir sans se presser. C'est une contrée rude pour les voyageurs, une pause presque délicate. Les accidents arrivent. Il remonta sur le trottoir et s'éloigna sans se retourner, ses bottes régulières et sans hâte sur les planches de bois. Ruth laissa échapper un souffle qu'elle avait retenu. Nora se serra contre elle. Caleb attendit que les bruits de pas s'estompent complètement avant de bouger. Puis il se tourna vers Ruth et parla bas et vite. Il sait pour la boîte. Il se doute, dit Ruth. C'est la même chose. Il regarda vers l'extrémité nord de la ruelle. Il va nous laisser partir, puis nous rattraper quelque part où il a plus de contrôle et moins de témoins. Il fit une pause. Nous avons peut-être 30 minutes avant qu'il ne soit organisé et en mouvement. Ruth le regarda. Quelque chose avait changé entre eux depuis le lit du ruisseau, depuis la cuisine d'Eleanor, un recalibrage subtil, une renégociation de la distance qu'elle avait maintenue. Elle était toujours sur ses gardes. Elle le serait probablement toujours. Mais elle écoutait avec une qualité différente maintenant, une qualité qui reconnaissait qu'il pouvait savoir des choses qui valaient la peine d'être sues. « Alors nous chevauchons, dit-elle. « Nous chevauchons, acquiesça-t-il. Et ils partirent. Ils chevauchèrent à vive allure pendant la première heure sans parler, le genre de silence qui n'était pas inconfortable. Il était intentionnel, tous trois écoutant la terre autour d'eux, traquant les sons qui n'avaient pas leur place. Caleb maintenait le cheval sur le côté de la piste principale où le sol était plus dur et laissait moins de traces, coupant à travers les broussailles et l'herbe sèche quand il le pouvait. Ruth chevauchait derrière lui, une main sur l'arrière de la selle, stable malgré tout ce que son corps avait enduré. Nora était assise devant Caleb, les yeux fixés vers l'avant et la respiration lente. Ce fut Nora qui l'entendit la première. « Quelqu'un est derrière nous, dit-elle. Calme, certaine. Caleb l'avait entendu aussi, une faible percussion dans le sol, rythmique, trop régulière pour être autre chose que des sabots. Il arrêta le cheval, se tourna en selle et écouta. 3 cavaliers, peut-être plus, à 1 mile derrière, peut-être moins. Ils ont bougé plus vite que je ne le pensais, dit Ruth. Slade fait ça depuis longtemps, dit Caleb. Il a des cavaliers postés. Il n'a pas eu besoin de les organiser, ils étaient déjà en place. Ruth resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « La gorge du canyon, à 2 miles au nord, c'est étroit, en file indienne seulement, mais ça débouche sur le haut plateau et la piste se divise en 4 là-haut. Ils ne sauront pas quelle fourche nous avons prise. Combien de temps pour l'entrée du canyon? 20 minutes au galop, peut-être 15 si le cheval est d'accord. » Caleb baissa les yeux sur l'animal sous lui, un grand quarter horse gris nommé rien de particulier, acheté à Renault il y a 6 semaines parce qu'il était rapide, sensé et ne discutait pas. « Il est d'accord, dit Caleb. Ils coururent. Ce n'était ni gracieux ni silencieux, mais c'était rapide, et la rapidité était ce qui comptait maintenant. Ruth s'accrocha, Nora s'accrocha, et Caleb laissa le cheval s'étirer et trouver son propre rythme sur le terrain découvert. Derrière eux, les bruits de sabots s'amplifièrent, puis, alors qu'ils atteignaient l'entrée du canyon et s'enfonçaient dans la coupe étroite entre les parois rocheuses, devinrent étouffés, puis s'estompèrent complètement. Le canyon était étroit et sombre, après le plein soleil, les parois assez hautes pour bloquer la lumière de l'après-midi, le sol sablonneux et mou. Le cheval ralentit naturellement, choisissant son chemin. Caleb écouta derrière eux. Rien pour l'instant. Ils connaîtront ce canyon, dit Ruth, la voix légèrement essoufflée. Oui, mais ils ne sauront pas que nous l'avons traversé avant de trouver notre trace, et le temps qu'ils trouvent notre trace, nous serons sur le plateau. Et sur le plateau, nous ne prendrons aucune des 4 fourches, dit Caleb. Ruth le regarda. Alors où? Il y aura une 5e option. Il y en a toujours une si on regarde bien. Il la regarda. Vous me faites confiance là-dessus. Ruth soutint son regard pendant 2 secondes. J'y travaille, dit-elle. C'était honnête, et Caleb appréciait l'honnêteté plus que le confort. Il hocha la tête et regarda devant lui. Le plateau s'ouvrit au-dessus d'eux comme une respiration retenue. Enfin relâchée,
large, plat et brillant sous la lumière de l'après-midi, 4 pistes s'éloignant dans différentes directions comme les rayons d'une roue. Caleb s'arrêta au point central et regarda. Pas les pistes, le sol entre elles, la fine ligne de roche plus sombre courant vers le nord-est, où un pli dans la terre indiquait une dépression peu profonde, un chemin naturel qui n'était pas un chemin, juste une caractéristique du terrain qu'une personne à pied aurait remarqué et qu'une personne à cheval aurait dépassé 100 fois sans la voir. Il pointa du doigt. Là. Ruth regarda où il pointait et ne dit rien pendant un moment. Puis, doucement, Thomas aurait trouvé ça. Caleb ne dit rien. Il fit claquer la langue pour le cheval et ils partirent. La dépression courait vers le nord-est sur près d'un mile avant de rejoindre une piste plus large qui s'orientait vers le passage de Sutter Creek que Ruth avait mentionné plus tôt. Le temps qu'ils atteignent la rive du ruisseau et s'arrêtent à l'abri des peupliers, le soleil était descendu du nord et les bruits derrière eux étaient devenus complètement silencieux. Soit les hommes de Slade les avaient perdus sur le plateau, soit ils prenaient leur temps pour se regrouper, en voyant chercher des renforts. Caleb aida Nora à descendre, puis se tourna vers Ruth. Elle descendit de l'arrière du cheval elle-même avant qu'il ne puisse l'aider. Mais elle atterrit mal et s'agrippa à la selle pour se stabiliser, et il vit la façon dont son visage se crispa contre la douleur à la tête qu'elle avait supportée sans se plaindre pendant toute la chevauchée. « Asseyez-vous, dit-il. Je vais bien. Je sais que vous allez bien. Asseyez-vous quand même. » Elle le regarda avec cette expression particulière qu'elle avait, celle qui disait qu'elle décidait de discuter par principe ou de laisser tomber par pragmatisme. Elle laissa tomber. Elle s'assit sur une pierre plate près du bord de l'eau et pressa le talon de sa main contre sa tempe. Nora vint s'asseoir à côté d'elle sans qu'on le lui demande, s'appuyant légèrement contre le bras de sa mère. Ruth ne la prit pas dans ses bras. Elle avait dépassé le stade du réconfort démonstratif, mais elle déplaça légèrement son poids pour que Nora s'ajuste mieux contre elle. C'était de la plus petite des choses. Cela disait tout. Caleb abreuva le cheval, vérifia ses sabots et lui donna une poignée de grains du sac qu'Eleanor avait préparé. Puis il s'assit en face de Ruth et Nora, ouvrit l'une des gourdes et la leur passa. Ruth but, la passa à Nora, Nora but et la lui rendit. « Parlez-moi de Carson City, dit Caleb. Vous avez un juge précis en tête. » Ruth hocha la tête. Le juge William Hart. Il a fait sa tournée dans cette vallée il y a 6 ans, avant que Cole n'ait le contrôle total. Il était juste. Il était de ce genre de juste qui vient du fait de ne rien devoir à personne. Elle fit une pause. Thomas a eu une affaire devant lui une fois. Un litige sur les droits de l'eau avec un voisin. Hart a passé 2 jours à examiner chaque document, puis a statué contre nous. Caleb haussa un sourcil. Et cela fait de lui votre meilleure option? Il a statué contre nous parce que le voisin avait raison, dit Ruth. Thomas lui a serré la main après et a dit que c'était la défaite la plus honnête qu'il ait jamais subie. Elle regarda le ruisseau. Une défaite honnête d'un homme honnête. Il n'y en a pas beaucoup. Caleb y réfléchit. Vous portez tout ça depuis longtemps, dit-il. Depuis la mort de Thomas. Porter, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas la possibilité de le poser, dit Ruth. Pas amer, juste factuel, de la manière dont certaines femmes sont factuelles sur le poids qu'elles portent parce que le sentimentalisme à ce sujet ne sert à rien. Nora, dit Caleb en regardant la fillette, quel âge avais-tu quand ton papa est mort? Nora y réfléchit avec la considération sérieuse qu'elle apportait à chaque question. 6 ans, dit-elle. Presque 7. Une pause. Je me souviens de ses mains. Il avait de grandes mains. Il les mettait sur les miennes quand il m'apprenait à tenir les rênes. Une autre pause, plus petite. J'ai peur d'oublier les autres choses. Le ruisseau coulait devant eux. Un oiseau chanta quelque part dans les peupliers au-dessus. Caleb sentit le poids de ce que Nora venait de dire s'installer dans l'air autour d'eux et y rester. Les choses que tu as peur d'oublier, dit-il prudemment, sont généralement celles dont tu te souviens le plus longtemps. L'esprit s'accroche à ce qui compte le plus, même quand tu es sûr qu'il ne le fera pas. Nora le regarda avec ses yeux anciens. Vous savez ça de votre propre vie? Caleb resta silencieux un moment. Ruth le regardait. Il le sentait, cette attention égale qu'elle portait à tout. J'avais un partenaire une fois, dit-il, au Kansas, un homme bon, meilleur homme de loi que je ne l'ai jamais été. Il avait une famille, une femme, 2 garçons, le genre de maison où il y avait toujours une lumière allumée. Il regarda l'eau couler sur les rochers. J'ai fait une erreur sur une affaire. J'ai orienté l'enquête dans de la mauvaise direction
parce que j'étais trop fier pour reconsidérer ma première impression sur une situation. Nous avons arrêté le mauvais homme. Le temps que je m'en rende compte et que je corrige le tir, l'homme était en détention depuis 3 mois. Il fit une pause. Il est mort dans cette cellule. Son cœur a lâché. Il avait 51 ans et n'était coupable de rien, sauf d'être au mauvais endroit. Personne ne dit rien. Le ruisseau remplit le silence. Sa femme est venue au palais de justice le jour où j'ai démissionné, dit Caleb. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste regardé. Puis elle a pris ses garçons et elle est partie. Il tourna la boîte en métal dans ses mains. Je suis en mouvement depuis. Je me disais que je cherchais quelque chose. Je pense surtout que je fuyais ce regard sur son visage. Ruth dit doucement, « Et maintenant vous êtes ici. Et maintenant je suis ici, tenant les papiers de quelqu'un d'autre qui pourrait corriger l'injustice de quelqu'un d'autre. » La voix de Ruth était prudente et non sans compréhension. Est-ce que cela ressemble à une pénitence pour vous ou à une raison d'être? Caleb la regarda. Elle posait une vraie question. Ne le testait pas, ne le défiait pas, mais voulait sincèrement connaître la réponse, de la manière dont une personne demande quand la réponse est importante pour quelque chose qu'elle est en train de décider. « Je ne suis pas encore sûr, dit-il honnêtement. Demandez-moi quand nous arriverons à Carson City. » Ruth soutint son regard un moment, puis quelque chose dans son visage changea. Pas beaucoup. Pas de façon spectaculaire, mais la qualité particulière de sa méfiance changea comme la glace change sur une rivière au début du printemps. Ne se brisant pas encore, mais relâchant la pression, s'assouplissant juste un peu. Avant que l'un ou l'autre ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le son arriva. Pas des bruits de sabots cette fois, quelque chose de plus petit. Un seul cheval se déplaçant prudemment depuis la rive sud du ruisseau. Caleb fut sur ses pieds, avant que la pensée ne soit complètement formée, sa main sur son pistolet, se déplaçant pour se placer entre le son et Ruth et Nora. Le cavalier traversa le passage du ruisseau au pas lent, les mains bien visibles et loin de son corps, ce qui était la première chose. La deuxième chose était qu'il était vieux, peut-être 70 ans, avec une barbe blanche et un visage abîmé par le soleil et le genre de posture qui vient de décennies à cheval. Il portait un col de prêtre, sombre et poussiéreux, et il arrêta son cheval à 10 pieds et regarda Caleb avec des yeux totalement impassibles. « Je ne vais pas dégainer contre vous, mon fils, dit-il. J'ai 73 ans et mes jours de duel sont derrière moi. »« Qui êtes-vous? » dit Caleb. « Révérend Augustine Mercer. Je parcours cette vallée en circuit depuis 11 ans. » Ses yeux se tournèrent vers Ruth et quelque chose en eux s'adoucit considérablement. « Madame Calloway, j'ai entendu dire que vous aviez des ennuis. » Ruth se leva lentement. « Révérend Mercer. » Sa voix avait une texture différente pour lui, pas chaleureuse exactement, mais respectueuse d'une manière qui portait une histoire. « Comment nous avez-vous trouvés? »« Léonore, dit-il simplement. Elle a envoyé son garçon à mon campement près de la ville il y a environ 1 heure. Elle a dit que vous pourriez passer par le passage du ruisseau et que vous auriez probablement besoin d'un homme de plus. » Il regarda Caleb, spécifiquement un sur qui les hommes de Slade ne tireraient pas à vue, vu le col. Il toucha la bande sombre à son cou. « J'ai traversé plus de problèmes que vous ne le pensez grâce à ce morceau de tissu. Les gens n'aiment pas tirer sur un homme de Dieu. C'est mauvais pour l'âme. » Caleb le regarda pendant un long moment, puis il rengaina son pistolet. « Vous savez ce que nous transportons. » Eleanor m'en a dit assez. Mercer descendit de cheval lentement, prenant son temps comme le font les vieillards quand leurs articulations nécessitent des négociations. « Je suis au courant des manigances de Warren Cole pour les terres depuis 4 ans. Je le sais, j'ai prié et j'ai conseillé des patients parce que je n'avais rien de concret à présenter nulle part. » Il regarda la boîte dans la main de Caleb. « Je suppose que c'est ça, le concret. »« C'est ça. » Mercy la regarda comme Eleanor l'avait regardé, avec cette expression particulière de soulagement et de terreur, le bilan d'une personne qui attendait depuis si longtemps quelque chose que son arrivée réelle était presque plus qu'elle ne pouvait supporter. « Garrett était un homme bon, » dit Mercer doucement. « Il est venu me voir 2 fois en confession. Je ne peux pas vous dire ce qui a été dit, mais je peux vous dire qu'il a porté quelque chose de très lourd pendant très longtemps et qu'il a passé ces derniers mois à essayer de réparer les choses. » Il leva les yeux. J'ai fait son éloge funèbre. J'ai dit que c'était un homme qui avait trouvé son courage à la fin. Je le pensais. Nora était venue se tenir à côté de Caleb sans qu'il s'en aperçoive. Elle avait un talent pour se déplacer sans bruit
qui venait probablement d'une longue pratique. Elle leva les yeux vers le vieux révérend avec sa franchise caractéristique. « Allez-vous chevaucher avec nous? » demanda-t-elle. « Si vous voulez bien de moi. » Mercy baissa les yeux sur elle. « Je suis vieux, je suis lent, et je ne sais plus tirer, mais je connais chaque piste entre ici et Carson City, et je connais chaque personne sur chacune d'elles, et il y a au moins 3 familles le long de la route qui nous accueilleraient sans poser de questions et sans ouvrir leurs portes à Slade. » Nora regarda sa mère. Ruth regarda Caleb. Caleb regarda le vieux révérend qui lui rendit le regard avec la certitude patiente d'un homme qui avait fait la paix avec ses propres limites et offrait exactement ce qu'il avait et rien de plus. « D'accord, dit Caleb. Bienvenue à bord, révérend. » Mercer hocha la tête. Il fouilla dans sa sacoche et en sortit un morceau de papier plié. « Ceci est arrivé à Redstone il y a 2 jours, adressé au siège du comté mais ouvert par l'homme de Cole au bureau de poste. Ils ouvrent tout. » Il le tendit à Caleb. « C'est un avis du Bureau fédéral des terres de Sacramento. Apparemment, quelqu'un a déposé une enquête sur des irrégularités d'actes de propriété dans ce comté il y a 6 mois. » Caleb le lut. Sa mâchoire se crispa. Il le passa à Ruth. Ruth le lut et leva les yeux. « Quelqu'un enquêtait déjà. »« Quelqu'un enquêtait déjà, » confirma Mercer. « Ce qui signifie que lorsque ces papiers atterriront sur le bureau du juge Hart, ils n'arriveront pas dans le silence. Ils arriveront au milieu d'une enquête active. L'allumette, pour ainsi dire, rencontrant la poudre. Il fit une pause. Cela signifie aussi que Cole sait que l'enquête existe et qu'il manque de temps pour faire disparaître tout ça avant que ça ne lui échappe. C'est pour ça que Slade a agi aujourd'hui. Caleb dit, « Il ne réagissait pas seulement à nous. Il était déjà sous pression. Un homme acculé agit plus vite et réfléchit moins, dit Mercer. C'est utile si vous pouvez rester devant lui. Considérablement moins utile si vous ne le pouvez pas. » Ruth plia soigneusement l'avis et le glissa dans le sac en toile. Son visage faisait cette chose qu'il faisait quand elle traitait quelque chose de grand et l'organisait en quelque chose de gérable. Cette compression de l'émotion en action, du chagrin en mouvement vers l'avant, de la peur en prochaines étapes. Caleb l'avait vu faire ça 3 fois maintenant, et chaque fois, il ressentait une sorte d'admiration compliquée pour cela, et une sorte de chagrin compliqué parce qu'il comprenait ce que cela coûtait. « Il nous reste peut-être 2 heures de bonne lumière, dit-elle. Si nous chevauchons jusqu'à minuit et campons à la dure, nous pouvons atteindre le relais de Dorsey Creek au matin. C'est la première de vos familles, révérend. Les Alderman, dit Mercer. Des gens bien. Ils avaient 160 acres avant que les hommes de Cole n'arrivent. Ils n'en ont plus que 40 maintenant. Martha Alderman vous nourrira sans rien demander, et quand vous partirez, elle se tiendra sur son porche et regardera jusqu'à ce que vous soyez hors de vue. » Ruth hocha la tête une fois. Elle regarda Nora, puis Caleb, puis le vieux révérend. 4 personnes, 2 chevaux et une boîte avec une éraflure en forme de croissant de lune sur le coin, transportant assez de vérité pour faire tomber un empire bâti sur des terres volées. « Alors, en route, dit-elle, ils partirent en moins de 5 minutes, Nora devant Caleb, Mercer sur son propre cheval juste derrière Ruth. Chevauchant à l'arrière du gris, la main sur la selle et les yeux sur le paysage environnant. Toujours souffrante et le supportant sans se plaindre. 1 heure après le début de la chevauchée, alors que la lumière était devenue orange et longue et que la terre s'installait dans le calme particulier du début de soirée, Nora dit très doucement, juste pour Caleb, « Elle ne laisse pas les gens l'aider. »« Je sais, dit Caleb. Elle vous a laissé faire, il y réfléchit. Au moment au ruisseau où Ruth s'était assise quand il le lui avait demandé, à la façon dont elle l'avait regardé en disant qu'elle travaillait à lui faire confiance, à la façon dont elle avait passé la gourde sans en faire une transaction. Elle a laissé la situation l'aider, dit-il prudemment. J'étais juste une partie de la situation. Nora resta silencieuse un moment, considérant cela avec son sérieux habituel. Puis elle dit, « Je pense que vous êtes plus que la situation, mais je pense que vous allez devoir être patient. » Caleb baissa les yeux sur le sommet de sa tête, sur cette fillette de 8 ans qui avait survécu à 4 jours seule dans le désert, à une chevauchée difficile et au sourire froid d'un adjoint, et qui lui offrait maintenant des conseils relationnels avec la gravité d'un juge de circuit. « Patient combien de temps? » demanda-t-il. Nora pencha la tête pensivement. « Maman est comme le canyon que nous avons traversé aujourd'hui, dit-elle. Étroite à l'entrée, mais elle s'ouvre si on continue d'avancer. »
Derrière eux, Ruth Calloway chevauchait en silence, observant la piste qui s'assombrissait devant elle et n'indiqua en aucune manière qu'elle avait entendu chaque mot. Mais sa main sur la selle se desserra. Juste un peu. Juste assez. Et ils continuèrent leur route dans la soirée du Nevada, transportant leur vérité à travers l'obscurité. Ils atteignirent la ferme des Aldermen juste après le lever du soleil, arrivant par le champ nord comme Mercer l'avait indiqué, à travers une brèche dans la clôture qui n'avait pas été réparée depuis des années et était devenue, par un accord tacite, une porte non officielle pour les gens qui avaient besoin d'arriver sans être vus. La ferme était petite et basse, et d'une propreté qui venait de gens qui avaient très peu et prenaient soin de tout ce qu'ils possédaient. Martha Alderman ouvrit la porte avant qu'ils n'atteignent le porche. C'était une femme compacte, peut-être 50 ans, avec de la farine sur les mains, des cheveux gris parsemant sa chevelure sombre et des yeux qui balayèrent toute la situation d'un seul coup et commencèrent immédiatement à la résoudre. Elle regarda Ruth. D'abord, de la manière dont les femmes se regardent quand l'une d'elles a traversé quelque chose, l'inventaire rapide des dégâts, le bilan silencieux. « Entrez, dit-elle. Vous tous. » Elle les nourrit sans leur demander ce qu'ils voulaient, mettant de la nourriture sur la table de la manière dont certaines femmes expriment des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Les biscuits, le porc salé et le café noir fort remplaçaient quelque chose de plus profond, un langage de soins qui n'avait pas besoin de mots. Nora mangea avec l'efficacité concentrée d'un enfant qui n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours. Mercer mangea lentement et avec gratitude, gardant les yeux sur son assiette avec la courtoisie d'un homme qui comprenait qu'il mangeait les réserves soigneusement mesurées de quelqu'un. Caleb mangea debout près de la fenêtre, observant le champ qu'ils avaient traversé. Ruth était assise à table, les mains enroulées autour de sa tasse de café et les yeux ailleurs. Cette distance intérieure particulière de quelqu'un qui avait franchi un seuil dans la nuit et qui faisait encore le point sur le côté où il se trouvait maintenant. La ferme des Aldermen lui avait fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Elle avait regardé la clôture en arrivant, et quelque chose sur son visage était devenu silencieux et douloureux. Et Caleb avait compris sans demander que les 40 acres restants des Aldermen ressemblaient beaucoup à ce que serait son propre ranch si Cole finissait ce qu'il avait commencé. Martha s'assit en face de Ruth et croisa les mains sur la table. « À quelle distance êtes-vous? » demanda-t-elle. « Encore une journée de chevaucher si nous forçons, dit Ruth. Moins si nous avons de la chance. »« Vous n'aurez pas de chance, dit Martha, sans méchanceté. Nous avons eu un cavalier hier soir, un des hommes de Cole, demandant si nous avions vu une femme et un enfant se dirigeant vers l'est. Elle fit une pause. Je lui ai dit non. Merci, dit Ruth. Ne me remerciez pas. Faites juste en sorte que ces papiers arrivent à destination. La voix de Martha était calme et égale. Nous avions de bonnes terres, Madame Calloway. Mon mari en a arpenté chaque centimètre lui-même. Nous avions des droits sur l'eau, une bonne terre et une maison qu'il a construite de ses propres mains en 2 étés. Elle regarda ses propres mains sur la table. Les avocats de Cole sont venus avec des papiers que nous n'avions jamais vus. Ils ont dit que notre acte de propriété avait une erreur dans le dépôt original. Ils ont dit que la terre était revenue au domaine territorial et que Cole en avait acheté les droits de manière juste et légale. Une pause. Mon mari est allé au bureau du comté pour contester. Il est rentré ce soir-là et a dit que tous les dépôts originaux avaient été perdus. Juste perdus. Une boîte d'archives, 30 ans de documents de propriété, disparus. Elle leva les yeux vers Ruth. Il ne s'en est jamais remis. Pas de la terre. De la manière dont ça a été fait. De la manière dont ils l'ont regardé dans les yeux en mentant, et il n'y avait absolument rien qu'ils puissent faire. La table était silencieuse. Dehors, les oiseaux du matin commençaient à chanter, et la lumière entrait par la seule fenêtre, et tout était très ordinaire et très paisible, et cela contrastait avec ce que Martha disait, comme une nappe propre sur quelque chose de cassé. Son nom sera sur ses dépôts, dit Ruth, dans les copies de Garrett. Votre terre y sera. Martha hocha la tête une fois. Elle pinça les lèvres et détourna le regard un instant, puis le ramena, composé. Combien de familles? 14, dit Caleb depuis la fenêtre. Il avait écouté chaque mot. Garrett a gardé des copies remontant à 18 ans. Chaque acte déposé, chaque transfert enregistré, tout ce que Cole a ensuite prétendu remplacer les dépôts originaux. Martha se tourna et le regarda comme si elle le remarquait pleinement pour la première fois. « Vous êtes un homme de loi? » « Je l'étais.
Qu'est-ce qui vous a fait arrêter? J'ai fait une erreur, dit-il. Ça a coûté la vie à un homme. Martha l'étudia pendant un long moment, avec l'évaluation franche d'une femme qui avait passé des années à lire les gens, parce que lire les gens était devenu une compétence de survie. Et maintenant, vous essayez de faire ce qui est juste, dit-elle. Quelque chose comme ça. Elle regarda entre lui et Ruth avec une expression observatrice et savante. Et ne dit rien de plus à ce sujet. Elle se leva et commença à débarrasser les assiettes. Il y a un grenier au-dessus de la grange. Du foin propre, personne n'ira y regarder. Dormez quelques heures, vous ne servirez à personne en arrivant à Carson City à bout de force. Elle regarda Nora. Surtout pas celle-ci. Nora s'était endormie sur la chaise, la tête reposant sur ses bras croisés sur la table, sa respiration lente et profonde. Ruth regarda sa fille et quelque chose traversa son visage. Une tendresse si aiguë que c'en était presque du chagrin. La douleur particulière d'un parent regardant un enfant qui a dû être trop fort pendant trop longtemps enfin lâcher prise. Elle tendit la main et lissa les cheveux du front de Nora. Juste une fois, juste légèrement. La façon dont on touche quelque chose qu'on a peur de perdre. Caleb détourna le regard. Cela semblait être quelque chose de privé. Ils dormirent à tour de rôle, Mercier d'abord, puis Nora et Ruth ensemble dans le grenier, puis Caleb en dernier, 2 heures qui semblèrent 20 minutes et le laissèrent plus fatigué qu'avant, mais plus vif. Le genre de vivacité qui vient du corps prenant des décisions sur ce qui est nécessaire. Il se réveilla au son de la voix de Ruth en bas, parlant à Martha de la manière basse et continue des femmes qui ont trouvé un terrain d'entente, et il resta immobile un moment et écouta le son de leur voix sans les mots, juste le rythme et la texture de 2 personnes qui avaient reconnu quelque chose l'une en l'autre. Quand il descendit l'échelle du grenier, Martha pressait un papier plié dans la main de Ruth. Ruth le regarda, puis leva les yeux vers Martha. « Qu'est-ce que c'est? L'arpentage original de l'acte de mon mari, » dit Martha. Son écriture, ses mesures, sa signature. Il gardait une copie personnelle séparée du dépôt du comté. Elle fit une pause. Je ne sais pas si ça aide, mais c'est une autre couche de preuve, une autre pièce de ce qui était réel avant qu'il ne décide de changer ce qui était réel. Ruth plia soigneusement le papier et le glissa dans son manteau près de la boîte. Ça aide, dit-elle. Ça aide plus que vous ne le pensez. Martha les accompagna jusqu'à la brèche dans la clôture. Elle serra la main de Mercer, hocha la tête à Caleb, puis se tourna vers Ruth et fit quelque chose d'inattendu. Elle la serra dans une étreinte brève et féroce. Le genre d'étreinte entre des femmes qui ne se connaissaient pas bien, mais qui en savaient assez, le genre qui disait « Je te vois, je suis contente que tu te battes, et reviens quand tout ça sera fini. » Ruth s'accrocha pendant exactement une seconde. Puis elle recula, son visage arborant l'expression composée et déterminée qu'elle portait quand elle travaillait, et elle se tourna vers le cheval. Ils étaient à 2 heures à l'est de la ferme des Aldermen, avançant bien, la piste dégagée devant eux, quand Mercer amena son cheval à côté de Caleb et par là-bas. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, » dit le vieil homme. Caleb le regarda. « Quand j'ai dit que Cole était au courant de l'enquête fédérale, j'aurais dû être plus précis. » Mercer garda la voix basse hors de portée de Ruth. L'enquête a été déposée par un homme nommé Patterson, assistant du registraire fédéral des terres à Sacramento. Il est passé par Redstone l'année dernière sous un autre nom et posé beaucoup de questions, et parti sans que personne ne sache qui il était vraiment. Il fit une pause. Je savais qui il était. Il est venu au service du dimanche et est resté après, et m'a dit ce qu'il faisait, et m'a demandé de garder les yeux ouverts. Et, dit Caleb, et il y a 3 semaines, je lui ai envoyé une lettre lui disant ce que je savais sur Garrett et les documents, lui disant que Ruth Calloway les avait et prévoyait de partir. Mercer resta silencieux un moment. J'ai reçu une réponse il y a 4 jours. Patterson a dit qu'il venait à Carson City. Il a dit qu'il serait au bâtiment fédéral d'ici la fin de la semaine. Caleb fit le calcul rapidement. C'est dans 2 jours. Oui. Mercer regarda devant lui. Ce qui signifie que si nous arrivons demain, nous ne livrons pas seulement des documents à un juge de circuit, nous entrons dans une enquête fédérale active avec un témoignage de première main, des preuves matérielles et un fonctionnaire de Sacramento qui monte un dossier depuis 18 mois. C'est bien plus que ce que je pensais que nous transportions, dit Caleb. Oui, dit Mercer, c'est vrai, vous auriez dû me le dire avant. Je vous le dis maintenant, dit le vieil homme doucement,
Et il y avait quelque chose dans son ton, pas tout à fait une excuse et pas tout à fait une justification, qui suggérait qu'il avait ses raisons pour le timing et avait décidé que c'était le bon moment et aucun autre. Caleb y réfléchit à la différence entre des documents parvenant à un juge sympathique et des documents arrivant dans le cadre d'une enquête fédérale active. Cela changeait la géométrie de tout. Les enjeux étaient plus élevés pour Cole, pour Slade, pour tous ceux qui avaient bâti leur confort sur la fondation de terre volée. Ce qui signifiait que le désespoir de l'autre côté était considérablement plus élevé qu'il ne l'avait calculé. Il ramena son cheval au niveau de celui de Ruth. Madame Calloway, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ruth écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle resta silencieuse pendant 30 secondes. Assez longtemps pour que Caleb commence à se demander si elle savait déjà une partie de tout ça. Patterson, dit-elle finalement. Je ne connais pas ce nom. Mercer le connaît, dit Caleb. Il est en contact avec lui depuis des mois. Ruth regarda Mercer avec une expression compliquée, l'expression particulière de quelqu'un qui avait porté quelque chose seul pendant longtemps et découvrait maintenant que d'autres personnes avaient construit vers la même destination depuis des directions différentes et ne savait pas encore s'il fallait se sentir soulagé ou exposé. « Vous auriez pu me le dire, dit-elle à Mercer. J'aurais pu, acquiesça le révérend sans se défendre. Je ne l'ai pas fait parce que chaque personne qui savait était une autre ouverture possible pour que Cole prenne de l'avance. Je vous fais entièrement confiance, Ruth. J'étais moins certain de savoir à qui vous auriez pu en parler et à qui ils auraient pu en parler, et ainsi de suite. Il fit une pause. Je suis désolé pour la tromperie. Je ne suis pas désolé pour cette prudence. Ruth le regarda pendant un long moment. Puis elle regarda la piste devant elle. Donc demain, nous entrons dans un bâtiment fédéral avec des documents, un témoin et un enquêteur de Sacramento qui montent un dossier depuis 1 an et demi. C'est à peu près ça, dit Caleb. Alors Cole a un jour pour nous arrêter, dit-elle, complètement, définitivement. Oui, elle absorba cela. Le cheval bougeait sous elle et le paysage défilait, et elle l'absorba comme elle absorbait tout. Pas avec panique, pas avec déni, mais avec la qualité particulière de quelqu'un qui avait déjà décidé de faire la chose difficile et qui révisait maintenant simplement sa compréhension de sa difficulté. D'accord, dit-elle, c'était tout, juste d'accord. Caleb trouva cela remarquable. Ils étaient à 3 heures de Carson City, la lumière devenant dorée et longue sur les plaines du Nevada, quand les cavaliers apparurent sur la piste devant eux. Pas derrière eux cette fois, devant. 4 hommes répartis sur la largeur de la piste, immobiles, attendant, de la manière dont on attend quand on sait où quelqu'un va et qu'on y est simplement arrivé le premier. Caleb sentit la certitude froide de la situation s'installer dans sa poitrine. Slade ne les avait pas poursuivis à travers le désert parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Il connaissait la destination. Il savait que Carson City était le seul endroit où ses papiers pouvaient aller, et il avait envoyé des hommes en avant pendant que la poursuite derrière eux n'était que bruit et distraction. Il arrêta le cheval. Derrière lui, Ruth lisait déjà la situation. « Combien ?» demanda-t-elle doucement. « 4 devant. Il pourrait y en avoir plus sur les côtés. »« Il y en a, » dit Nora calmement. Elle regardait à gauche. 2 de plus dans les rochers. 6 hommes. Contre Caleb, Mercer qui ne savait pas se tirer, et Ruth qui gérait encore une blessure à la tête vieille de 2 jours, et Nora qui avait 8 ans et avait déjà survécu à plus que la plupart des adultes. L'homme au centre de la piste fit avancer son cheval de 2 pas. Ce n'était pas un des hommes habituels de Slade. Caleb le vit immédiatement. C'était autre chose, quelqu'un engagé de plus loin, assemblé dans le but précis de finir les choses proprement et sans témoin. Le genre d'homme que Cole appellerait quand il avait besoin de quelque chose qui ne devait être attaché à personne de local. « Madame Calloway, » dit l'homme, sa voix était plate, professionnelle et totalement dépourvue de chaleur. « Monsieur Cole vous envoie ses salutations. Il vous demande de remettre ce que vous transportez et de retourner vers Redstone. Il est prêt à être généreux. » Ruth ne dit rien. « Il est aussi prêt, » continua l'homme, « à être moins généreux. Le choix vous appartient. » Caleb sentit le petit corps de Nora se tendre devant lui. Il posa une main légère sur son épaule. « Calme-toi, je te tiens. » Et elle comprit et resta immobile. « Dites à Warren Cole, » dit Ruth, et sa voix était quelque chose à entendre, claire, froide et absolument sans peur. La voix d'une femme qui avait déjà perdu la chose qu'elle avait le plus peur de perdre et avait décidé que cela signifiait qu'il n'y avait plus rien à craindre.
que mon mari est mort à cause de lui, que 14 familles ont perdu leur terre à cause de lui, qu'un bon vieil homme nommé Garrett est allé à sa tombe en portant un poids que Cole lui a mis sur les épaules, et que je vais entrer dans ce bâtiment fédéral demain matin et mettre chaque preuve que j'ai devant un juge et un enquêteur fédéral, et il n'y a rien sur cette terre que Cole puisse m'offrir qui changerait cela. L'homme la regarda pendant un long moment, recalculant quelque chose. Puis ses yeux se tournèrent vers Caleb. Caleb soutint son regard et ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. La situation était ce qu'elle était. Il avait 6 hommes contre lui, une femme et un enfant à protéger, un vieux révérend qui ne savait pas se tirer et une boîte de documents qui devait atteindre Carson City demain matin. Et pourtant, il pensa à quelque chose que son ancien partenaire au Kansas avait dit une fois, assis sur les marches d'un palais de justice après une longue et dure journée. Il avait dit que la différence entre les hommes qui faisaient le bien et ceux qui ne le faisaient pas n'était généralement pas le courage, c'était juste la clarté. Les hommes qui faisaient le bien savaient généralement plus clairement ce qu'ils faisaient et pourquoi. Caleb Morrow savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Il déplaça son poids vers l'avant, regarda l'homme au centre de la piste et dit très doucement, « Je vais vous demander de vous écarter. » L'homme faillit sourire. « Nous sommes 6. » « Je sais. » La main de Caleb se déplaça vers sa hanche, ne dégainant pas encore, juste posée, juste pour rendre la forme de la chose claire. « Je demande quand même. » Pendant un long moment, rien ne bougea, la piste et les hommes dessus, la lumière du soir dorant tout, le poids de 14 familles de terre volées, un homme mort au Kansas, 2 cavaliers cachés dans les rochers, une petite fille assise parfaitement immobile sur la selle devant lui, et Ruth Calloway derrière lui ne faisant pas un seul son, ce qui lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur ce qu'elle pensait de la fuite. L'homme au centre de la piste regarda Caleb comme les hommes se regardent quand ils prennent la pleine mesure de quelque chose. Puis, depuis les rochers à gauche, l'un des cavaliers cachés passa à l'action. Et tout arriva en même temps. Caleb dégaina. Le tir des rochers manqua sa cible, précipité, surpris par la vitesse à laquelle Caleb avait bougé, puis Caleb tira une fois, et le cheval du second cavalier se cabra, se dressa et partit de côté dans les broussailles, le cavalier s'accrochant, son pistolet perdu quelque part dans la mêlée. Les 4 sur la piste se dispersèrent instinctivement, cherchant leurs armes, et Caleb tira à nouveau. Pas sur les hommes, au-dessus de leur tête, le son énorme dans l'air du soir, et les chevaux se dispersèrent. Pas tous, 2 tinrent bon, 2 s'éparpillèrent. Les hommes sur les chevaux dispersés furent soudain occupés par leurs animaux, et Caleb était déjà en mouvement, tournant le cheval gris brusquement vers la droite, hors de la piste, sur le terrain accidenté à côté, et Ruth était juste derrière lui sans qu'on ait besoin de le lui dire, et Mercer était derrière Ruth, et il courait, pas en arrière, pas en avant, mais complètement hors de la piste, à travers les plaines rocheuses, se déplaçant vite. Derrière eux, il entendit des cris. Le son de chevaux maîtrisés, des jurons vifs et furieux. Ils coururent pendant 10 minutes d'affilée avant que Caleb ne s'arrête derrière une longue crête rocheuse qui leur offrait une couverture et ne se retourne pour vérifier. Ruth arriva juste derrière lui, respirant fort. Mercer arriva en dernier, respirant plus fort, son vieux visage rouge. Ruth regarda Caleb. « Vous avez tiré au-dessus de leur tête, dit-elle. »« Je n'essayais de tuer personne, dit-il. J'essayais de nous acheter 60 secondes. »« Est-ce que ça a marché? » Caleb écouta les bruits derrière eux. Réorganisation. Des voix, des chevaux. Pas encore de poursuite, ils s'organisaient, se mettaient en colère. « Ça a marché, dit-il pour l'instant. » Nora se tourna en selle et le regarda. Son visage était sérieux, ses yeux brillants, et elle dit avec la clarté totale qui était son don particulier. « Et maintenant? » Caleb regarda la crête devant eux, regarda la boîte dans son manteau, regarda Ruth qui le regardait avec ses yeux verts qui avaient cessé d'être purement vigilants et étaient devenus autre chose, quelque chose qui se penchait légèrement en avant, juste assez. « Maintenant, dit-il, nous trouvons la 5e option. » La 5e option s'avéra être un ravin asséché courant vers le nord-est derrière la crête, assez étroit pour que 2 chevaux ne puissent pas s'y chevaucher de front, mais assez profond pour les cacher de quiconque sur le terrain plat au-dessus. Mercer le connaissait,
Bien sûr qu'il le connaissait. Il connaissait chaque pli et chaque ride de cette vallée, comme un homme connaît les lignes de son propre visage après 73 ans de vie. Il court sur environ 2 miles avant de déboucher sur la route secondaire menant à Carson City, dit Mercer, dirigeant déjà son cheval vers l'entrée du ravin. Moins fréquenté, plus de temps, mais nous arriverons par le côté sud de la ville, loin de la route principale, et les hommes de Cole surveilleront la route principale. Ils finiront par comprendre que nous ne sommes pas restés sur la piste, dit Caleb. Combien de temps avant qu'ils ne se séparent et couvrent les routes secondaires? 20 minutes, peut-être 30 s'ils se disputent d'abord. Alors nous avons 20 minutes, dit Ruth. Elle était déjà en mouvement. Ils entrèrent dans le ravin en file indienne, les chevaux choisissant leur chemin avec précaution sur les rochers instables au fond. Les parois s'élevaient de chaque côté, assez proches pour que Caleb puisse toucher les deux avec les bras tendus. C'était lent, plus lent qu'aucun d'eux ne le souhaitait, mais c'était une couverture solide et réelle, et en ce moment, la couverture valait plus que la vitesse. Personne ne parla pendant les 10 premières minutes. Les bruits de la poursuite s'étaient estompés derrière eux. La réorganisation prenait plus de temps que prévu, ce qui signifiait que les hommes sur la piste étaient soit plus désorganisés que Cole ne l'aurait souhaité, soit qu'ils se dispersaient largement et se déplaçaient en silence, ce qui était pire. Caleb continuait d'écouter derrière eux, gardait sa main près de son pistolet et ses yeux sur le ravin devant lui. Puis Nora dit très doucement, « Caleb? Oui. Avez-vous peur? » Il pensa à mentir. Il pensa aux assurances réconfortantes que les adultes donnent aux enfants quand la vérité est gênante. Puis il pensa à qui était Nora Calloway, à ce qu'elle avait survécu, à ce qu'elle avait vu, à ce qu'elle avait porté à 8 ans, avec plus de fermeté que la plupart des hommes adultes, et il décida qu'elle avait mérité la vérité. « Oui, dit-il, mais avoir peur et faire la chose quand même, c'est tout l'intérêt. Avoir peur et ne pas le faire, c'est la seule chose qui compte contre vous. » Nora resta silencieuse un moment. Papa disait que le courage n'était pas l'absence de peur. C'était de décider que quelque chose d'autre était plus important que la peur. Votre papa était un homme intelligent, dit Caleb. Il l'était, dit Nora simplement. Puis, après d'une autre pause, je pense que vous vous seriez bien entendu. Caleb sentit cela atterrir quelque part dans sa poitrine et y rester. Il ne dit rien. Parfois, la bonne réponse à quelque chose de vrai et de généreux est simplement de le garder silencieusement. Derrière lui, il entendit Ruth émettre un petit son, pas tout à fait des mots, pas tout à fait un souffle, quelque chose entre les deux, puis retourner au silence. Le ravin s'ouvrit 20 minutes plus tard sur une route secondaire courant droit vers le nord, les lumières de Carson City visibles à proximité, le ciel au-dessus devenant d'un violet profond sur les bords où la dernière lumière du soir s'éteignait. Mercer s'arrêta à l'entrée du ravin et regarda la route dans les deux directions. « Dégagez, dit-il. »« Pour l'instant, dit Caleb. » Ils sortirent sur la route et poussèrent les chevaux plus fort. Le sud de Carson City arriva rapidement. Quelques maisons éparses d'abord, puis l'odeur de la fumée de bois et des chevaux, et le son grave d'une ville s'installant dans la soirée. Mercer les guida à travers les rues secondaires sans hésitation, à travers les ruelles et autour des bords de la place principale, restant dans l'ombre des bâtiments et loin des fenêtres éclairées des saloons où les hommes se rassemblaient et parlaient, et où la nouvelle pouvait se déplacer plus vite que les chevaux si nécessaire. Le bâtiment fédéral était du côté nord de la place, une solide structure de 2 étages avec une lampe allumée au-dessus de la porte et le sceau territorial monté à côté. Il semblait fermé. Il ressemblait à n'importe quel bâtiment gouvernemental à la fin d'une journée de travail, calme, officiel et indifférent. Caleb s'arrêta dans la ruelle à côté et regarda Mercer. « Vous avez dit que Patterson serait ici. »« J'ai dit qu'il serait ici d'ici la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine. » Mercer descendit de cheval avec raideur. Savoir s'il est dans ce bâtiment en ce moment est une autre question. « S'il n'est pas dans ce bâtiment, dit Ruth, nous ne pouvons pas attendre dans la rue jusqu'au matin. Les hommes de Cole sont à 20 minutes derrière nous au maximum. » Caleb descendit du cheval et tendit Nora dans les bras de Ruth. Il regarda la porte latérale du bâtiment, celle qui était légèrement moins officielle que l'entrée principale, le genre de porte que les employés utilisaient, que les travailleurs utilisaient,
et qui était très occasionnellement laissé avec une lampe allumée à côté parce que quelqu'un à l'intérieur travaillait tard. Il y avait une lampe allumée à côté. Restez ici, dit-il. Je viens avec vous, dit Ruth immédiatement. Il la regarda. Elle le regarda en retour avec l'expression qu'elle portait depuis 2 jours, cette inclinaison particulière de son regard vers l'avant, la méfiance toujours présente mais plus primaire. Quelque chose de plus chaleureux et de plus direct se tenait maintenant devant. Ils avaient chevauché 2 jours à travers une contrée difficile ensemble, affronté 6 hommes armés, traversé l'obscurité et en étaient sortis de l'autre côté, et quelque chose entre eux avait été forgé dans tout cela. De la manière dont le métal est forgé, non pas adouci mais renforcé, changé en une forme différente, plus dure et plus utile que ce qu'elle avait été auparavant. « Vous avez raison, dit-il. Venez avec moi. » Elle tendit Nora à Mercer, qui accepta la fillette avec l'aisance pratiquée d'un homme qui avait été un réconfort pour les gens toute sa vie d'adulte. Nora y alla sans se plaindre, s'appuyant légèrement sur l'épaule du vieux révérend, regardant sa mère et Caleb marcher vers la porte latérale avec ses yeux anciens et savants. Caleb frappa. Silence. Puis un mouvement, puis une voix derrière la porte, prudente. « Qui est-ce? » « Je m'appelle Caleb Morrow. Je suis un ancien enquêteur fédéral du district du Kansas. Je suis ici avec Ruth Calloway de la Baie de Redstone et je transporte des documents que je crois pertinents pour une enquête active menée par un certain Monsieur Patterson du Bureau du cadastre de Sacramento. J'apprécierais une conversation. » Un silence plus long, puis le bruit d'un verrou qu'on tire. L'homme qui ouvrit la porte avait de la fin de la quarantaine, une carrure d'employé et des yeux vifs et fatigués, et son manteau était encore sur lui malgré l'heure, ce qui était le choix vestimentaire particulier de quelqu'un qui s'attendait à cela et l'attendait avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Il regarda Caleb, puis Ruth, puis la poche du manteau où le contour de la boîte en métal était visible. « Madame Calloway, dit-il doucement, je suis James Patterson. Veuillez entrer. » Le bureau était une seule pièce éclairée par une lampe, avec 2 bureaux poussés l'un contre l'autre et des papiers couvrant la plupart des 2 surfaces, des papiers organisés, du genre qui avait été travaillé, trié et référencé de nombreuses fois, du genre qui représentait 18 mois de travail prudent, patient et dangereux. Patterson se dirigea vers un bureau et y fit de la place d'un geste rapide et déterminé, et Caleb plongea la main dans son manteau et posa la boîte en métal sur la surface dégagée. Patterson la regarda un moment. Sa mâchoire se crispa. Il leva les yeux vers Ruth. « Sont-ce les copies de Garrett? »« Toutes, » dit Ruth. « Les dépôts d'actes originaux, les registres de transfert notariés, les documents d'enregistrement du comté couvrant 14 propriétés sur 18 ans. » Elle fit une pause. Et un élément supplémentaire. Elle plongea la main dans son manteau et posa le papier de Martha Alderman à côté de la boîte. Une copie personnelle de l'arpentage, conservée séparément du dépôt du comté. L'écriture de mon mari, datée de 3 ans avant que les hommes de Cole ne prétendent que l'original avait été perdu. Patterson prit d'abord le papier de Martha. Il le lut lentement, Son expression ne changea pas de façon spectaculaire. C'était l'expression d'un homme qui en avait assez vu en 18 mois pour avoir dépassé la surprise et atteint quelque chose de plus proche de la confirmation. Mais quelque chose dans ses yeux devint très immobile. L'immobilité d'une personne à qui on a remis la pièce qui donne un sens à tout le reste. « C'est l'écriture de Thomas Calloway, » dit-il à Ruth. « Je connais l'écriture de mon mari, » dit Ruth d'une voix égale. « Oui. » Patterson posa le papier avec précaution. « Je sais que vous la connaissez. » Il regarda Caleb. « Vous avez dit ancien enquêteur fédéral, district du Kansas. Quel est votre intérêt dans cette affaire? » « Aucun que vous ne trouveriez dans une capacité officielle, » dit Caleb. « J'ai trouvé Mme Calloway ayant besoin d'aide sur la route de Redstone et j'ai chevauché avec elle. C'est tout. » Patterson l'étudia un moment. « Morrow, j'ai entendu ce nom quelque part. »« Possiblement, » dit Caleb sans élaborer. Patterson accepta cela et se tourna vers la boîte. Il l'ouvrit avec la clé que Ruth sortit de l'intérieur de son col, une petite clé en laiton sur un cordon porté contre sa peau pendant 2 jours, et commença à parcourir les documents d'une main rapide et méthodique. Il ne lisait pas chaque mot. Il vivait avec l'architecture de cette affaire depuis assez longtemps pour lire la structure, les dates, les signatures, faisant des recoupements avec ce qu'il savait déjà. 5 minutes passèrent, puis 10. Ruth se tenait très immobile de son côté du bureau.
Caleb se tenait près de la porte, la moitié de son attention sur la pièce et l'autre moitié sur la ruelle à l'extérieur. Le bâtiment était silencieux autour d'eux, le genre de silence officiel nocturne qui semblait temporaire, une respiration retenue. Patterson leva les yeux. C'est tout, dit-il, tout ce dont j'avais besoin pour compléter la chaîne de preuves. Il regarda Ruth directement. Madame Calloway, avec ses documents et l'enquête fédérale déjà enregistrée, Warren Cole ne peut pas se protéger. Ses titres de propriété sont frauduleux. Ses transferts d'actes sont probablement des faux. Ses registres notariés sont fabriqués. Et la participation de l'adjoint Slade au harcèlement et au meurtre probable de votre mari est documentable par la chronologie seule. Il fit une pause. Je peux faire émettre un mandat fédéral d'ici 9 heures demain matin. Ruth se tenait très immobile. Caleb observa son processus. Il observa la chose qu'elle portait depuis que Thomas Calloway était mort sur une route qui n'était pas un accident s'effondrer sur le sol de son propre poids. Pas de façon spectaculaire, pas avec un effondrement, mais avec cette qualité particulière d'une personne qui a été sur ses gardes si longtemps que lorsque le soutien n'est plus nécessaire, le corps ne sait pas immédiatement quoi faire de l'absence de cette tension. Elle pinça les lèvres. Ses mains, qui avaient été à plat sur ses côtés, se levèrent et elle les pressa toutes les deux contre son visage un instant. Une respiration, juste une, puis elle les abaissa et son visage était composé, déterminé et clair. « Demain matin, dit-elle. « Demain matin, confirma Patterson. Le juge Hart est déjà au courant de l'enquête. Il attendait des preuves matérielles pour agir. Voici les preuves. » Caleb s'avança. « Cole saura que nous sommes ici ce soir. Il a des hommes sur la route du Sud. Il pourrait tenter d'interférer avant demain. » Patterson hocha la tête. Il cherchait déjà dans un autre tiroir. Il en sortit un insigne d'adjoint, fédéral, pas territorial, et le posa sur le bureau. « Monsieur Moreau, j'ai l'autorité de nommer un adjoint pour l'escorte d'un témoin fédéral dans des affaires en cours. Votre expérience vous qualifie sans aucun doute. » Il regarda Caleb fixement. « C'est le moment où je vous demande si vous voulez reprendre l'insigne. » Caleb regarda l'insigne. Il pensa au Kansas. Il pensa à la tombe qui n'aurait jamais dû exister et au papier arrivé 3 jours trop tard et au regard d'une veuve dans l'embrasure d'une porte de palais de justice. Il pensa aux yeux verts de Ruth Calloway disant « J'y travaille » quand il lui demanda si elle lui faisait confiance. Il pensa à Nora disant « Maman est comme le canyon, étroite à l'entrée, mais elle s'ouvre si on continue d'avancer. » Il pensa à Martha Alderman, pressant l'arpentage de son mari dans les mains de Ruth avec encore de la farine sur les doigts. Il pensa à Eleanor se tenant sur le perron de sa pension, prête à tenir la ligne seule. Il pensa au vieux Mercer dans son col de prêtre disant « Je vous le dis maintenant », et à Gorette mourant avec 60 secondes de courage après des années de silence. Il pensa à 14 familles et à des terres volées et au coup particulier de rester silencieux quand quelque chose devait être dit. Il ramassa l'insigne. Patterson s'autorisa une petite expression de soulagement. « Il y a une pièce sécurisée à l'étage. Faites entrer votre groupe par la porte latérale et gardez les lampes basses. J'aurai 2 marshals fédéraux ici d'ici 1 heure. » Ils firent entrer Mercer et Nora de la ruelle. Mercer entra dans le bâtiment avec l'expression d'un homme arrivant à la conclusion d'un très long sermon, post-triomphant, juste complet. Il serra la main de Patterson sans un mot, s'assit dans le fauteuil du coin, croisa les mains sur ses genoux et ferma les yeux, et il était impossible de dire de l'extérieur s'il dormait ou priait, et c'était probablement les deux. Nora entra en tenant la main de Caleb. Elle l'avait prise dans la ruelle sans demander, une petite prise certaine, et il avait refermé sa main sur la sienne sans baisser les yeux, et ils étaient entrés comme ça ensemble. Dans la pièce éclairée par la lampe, elle alla droit vers sa mère et Ruth la prit dans ses bras, la serrant fort et réellement, la première fois que Caleb voyait Ruth tenir sa fille sans retenue, sans le sang-froid performatif qu'elle portait comme une armure. Juste une mère et son enfant dans une pièce où elles étaient enfin en sécurité. Il se tourna pour regarder la fenêtre. La ruelle à l'extérieur était encore calme. À un moment donné dans l'heure qui suivit, elle cessa d'être calme. Ils l'entendirent de l'étage, le son de chevaux sur l'approche sud, plus de 4, se déplaçant vite puis s'arrêtant. Des voix. Une dispute. Puis le son de bottes sur les marches avant du bâtiment fédéral et un poing sur la porte. Pas un coup, une exigence.
Patterson alla lui-même à la porte. Caleb se tenait un pas derrière lui, l'insigne sur sa poitrine, sa main sur sa hanche. Les deux marshals fédéraux que Patterson avait convoqués flanquaient l'entrée de chaque côté. Hank Slade se tenait sur le perron, avec trois hommes derrière lui, son visage agréable rangé en quelque chose qui essayait de ressembler à une autorité légitime, et n'y parvenait pas tout à fait. Ses yeux se posèrent immédiatement sur l'insigne de Caleb. Quelque chose bougea derrière eux, un calcul rapide et laid, puis devint plat. « Adjoint, dit Patterson agréablement, que puis-je faire pour vous à cette heure? » « Je cherche une femme et un enfant que j'ai des raisons de croire en danger, » dit Slade, ses yeux continuant de se déplacer vers Caleb, « et un homme qui voyage avec eux sous de faux prétextes. La femme et l'enfant que vous cherchez sont sous protection fédérale, » dit Patterson. Depuis environ 90 minutes, ainsi que des preuves documentaires pertinentes pour une enquête fédérale active sur la fraude foncière. Il fit une pause. Quant aux faux prétextes, l'adjoint Morrow opère sous mon autorité directe. Ces prétextes sont entièrement authentiques. Le silence sur le perron avait une texture très spécifique. C'était le silence d'un homme regardant quelque chose qu'il avait construit pendant de nombreuses années commencer à s'effondrer à la base, le sachant et n'étant pas encore capable d'accepter la pleine forme de la chose. « Vous n'avez aucune juridiction sur les forces de l'ordre territorial, » dit Slade. Sa voix avait maintenant complètement perdu sa qualité agréable. « Vous avez raison, ma juridiction a des limites, » acquiesça Patterson. « C'est pourquoi le juge Hart émettra demain matin des mandats qui sont tout à fait dans la juridiction du tribunal territorial. Des mandats qui incluent, entre autres, votre nom. » Il regarda Slade avec l'expression calme et implacable d'un homme qui avait construit vers ce moment pendant 18 mois et n'était pas impressionné par les objections de dernière minute. « Je vous suggère de rentrer chez vous, adjoint, et je vous suggère fortement d'y rester. » Slade resta sur le perron un long moment. Derrière lui, ces trois hommes bougèrent, le mouvement particulier d'hommes qui recalculaient s'ils se tenaient derrière quelqu'un qui pouvait encore les protéger ou derrière quelqu'un qui était déjà fini. L'un d'eux tourna son cheval et s'éloigna sans un mot. Slade regarda Caleb une dernière fois. Quoi qu'il cherchait, la faiblesse, l'incertitude, l'hésitation particulière d'un homme qui pourrait encore être détourné de son chemin, il ne le trouva pas. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte du bâtiment fédéral avec un insigne sur sa poitrine et tout le poids de ce qui l'avait conduit ici se tenant derrière lui. Et il regarda Hank Slade avec la clarté totale d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Slade partit. La nuit se termina dans le calme. À 9 heures le lendemain matin, le juge William Hart émit 4 mandats d'arrêt contre Warren Cole pour 14 chefs d'accusation de fraude foncière et de falsification de documents, contre Hank Slade pour 3 chefs d'accusation de complot et un chef d'accusation de meurtre dans la mort de Thomas Calloway, et contre 2 des avocats de Cole qui avaient participé aux fabrications notariales. Les marshals fédéraux partirent pour Redstone avant 10 heures. Patterson présenta les documents lors d'une session formelle avant midi, avec Ruth Calloway assise à la table du plaignant, le dos droit, les mains croisées et son visage arborant l'expression particulière d'une femme qui avait décidé il y a longtemps qu'elle irait jusqu'au bout et qui regardait maintenant cela se produire exactement comme elle l'avait décidé. Nora était assise à côté d'elle sur une chaise légèrement trop grande. Ses pieds n'atteignaient pas tout à fait le sol, observant tout avec ses yeux anciens. Caleb se tenait au fond de la salle. Lorsque le juge confirma les mandats et reconnut les preuves, il regarda Ruth de l'autre côté de la salle, et elle le regarda en retour, et quelque chose passa entre eux qui n'avait pas de nom facile, mais que tous deux comprenaient. La reconnaissance de 2 personnes qui avaient été forgées en quelque chose par une contrée difficile et des circonstances difficiles, et qui se tenaient de l'autre côté, changées, ce qui était la seule façon honnête de traverser quelque chose qui comptait. Après que ce fut terminé, ils se tinrent sur les marches du bâtiment fédéral sous le soleil de fin de matinée. Mercer tenait son chapeau dans ses mains et regardait le ciel avec une expression de profond soulagement privé. Patterson était déjà à l'intérieur, organisant la prochaine étape du processus avec l'efficacité concentrée d'un homme ayant 18 mois de travail à livrer. Ruth se tenait à côté de Caleb sur la marche supérieure. Nora était entre eux, une main dans celle de sa mère, l'autre lâche à son côté. « Que ferez-vous maintenant » demanda Ruth. Caleb regarda l'insigne sur sa poitrine.
Patterson m'a offert un poste, enquêteur fédéral, affaire de fraude foncière. Il y en a plus que la plupart des gens ne le savent. Il fait une pause. Apparemment, j'ai un talent pour trouver des choses qui ont été délibérément perdues. Ruth resta silencieuse un moment. Carson City est loin de Redstone. Environ 2 jours et demi de chevauchée intense, dit-il. Moins si on ne dort pas beaucoup. Ruth le regarda. Il la regarda. Nora, entre eux, ne regarda ni l'un ni l'autre et regarda plutôt quelque chose de très intéressant, au loin avec l'innocence soigneusement étudiée d'un enfant qui avait précisément orchestré ce moment et n'allait pas le gâcher en étant trop évident. Le ranch aura besoin d'être reconstruit, dit Ruth. Les gens de Cole ont laissé la clôture arrière se dégrader pendant 2 ans et le canal d'irrigation que Thomas a creusé a besoin d'être nettoyé. Une pause. C'est beaucoup de travail pour une seule personne. C'est vrai, acquiesça Caleb. Il serait utile d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Elle fit une autre pause, prudente. Et quelqu'un en qui Nora a confiance. Caleb baissa les yeux sur Nora qui étudiait toujours le lointain avec une concentration angélique. Mademoiselle Nora, dit-il, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à cette conversation? Nora se tourna et le regarda avec ses yeux clairs et anciens et dit avec une sincérité totale. Je pense que vous devriez rentrer à la maison avec nous. Caleb regarda Ruth. Ruth le regarda avec les yeux verts qui avaient cessé d'être purement vigilants et étaient devenus quelque chose dont il ne pouvait détourner le regard. Quelque chose qui contenait tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait survécu et tout ce qu'elle avait décidé de devenir de l'autre côté, et lui offrait, avec soin, délibérément et sans prétention, une place dans tout cela. La clôture arrière, dit-elle doucement. Je sais où Thomas gardait ses outils. Oui, madame, dit Caleb Morrow. Je suppose que oui. Nora prit leurs 2 mains à la fois, une petite prise certaine de chaque côté, et les tira doucement le long des marches vers l'endroit où les chevaux étaient attachés, dans le matin lumineux du Nevada, vers la longue route de retour vers la vallée de Redstone, où 14 familles attendaient d'apprendre que la terre sous leurs pieds était enfin, irrévocablement et complètement, à nouveau la leur. Et la vérité qui avait voyagé à travers la chaleur du désert, l'obscurité des canyons, 6 hommes armés et 2 jours et demi de chevauchée difficile arriva exactement là où elle avait toujours été destinée à aller. Pas seulement entre les mains d'un juge, mais dans le cœur des gens à qui elle avait toujours appartenu. Certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient pas être réparées. Mais certaines choses, portées assez loin et tenues assez fermement, à travers assez d'obscurité, arrivaient quelque part de mieux que là où elles avaient commencé. Et cela, en fin de compte, était toute la raison de les porter.